Vous avez eu des enfants qui sont scolarisés, vous ne pourrez jamais avoir de papier. Eh bien oui. Eh bien oui. Nouveau décryptage, comme d'habitude pour chaque intervention, 4 thèmes d'analyse précis, chiffres, explications, contre-arguments et mensonges. C'est parti. Un mot sur une décision qui vient de tomber selon nos confrères du Figaro, la circulaire Valls qui a été abrogée, remplacée par une circulaire Retailleau en matière de régularisation des sans-papiers en France, un document de 3 pages qui abroge donc cette circulaire Valls. Alors qu'est-ce que c'est la circulaire Valls? La circulaire Valls, mise en place en 2012 par Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, a constitué un cadre réglementaire permettant la régularisation des étrangers en situation irrégulière en France. Elle a notamment permis en 2020 à environ 30 000 personnes de régulariser leur statut sur la base de critères tels que l'ancienneté de présence en France, l'insertion professionnelle ou encore les liens familiaux. Par exemple, les parents d'enfants scolarisés en France depuis au moins 3 ans ou les travailleurs ayant un emploi stable justifiant de 8 mois de travail au cours des 2 dernières années pouvaient espérer obtenir un titre de séjour. En revanche, la circulaire Retailleau, introduite en janvier par l'actuel ministre de l'Intérieur, remplace celle de Valls avec des critères plus stricts. Elle priorise la régularisation des travailleurs dans les métiers en tension, une approche soutenue par la loi Darmanin de 2024, et durcit les critères pour les autres cas, notamment en exigeant une présence d'au moins 7 ans en France et la maîtrise du français. Le but étant de retenir l'exception plutôt que la norme. Il faut aussi savoir que les décisions sur les demandes de régularisation sont désormais plus décentralisées. On cherche à donner le pouvoir décisionnaire au préfet, ce qui pourrait entraîner, théoriquement, des disparités régionales dans le traitement des dossiers. Bah écoutez, c'est toujours un mieux. Voilà, maintenant, je vais vous le dire, moi sur la question de la clandestinité, je considère que le principe devrait être de ne régulariser en aucun cas. Voilà, parce que la perspective même d'une potentielle régularisation, même malgré un certain nombre de critères qui peuvent être plus ou moins exigeants, est un appel d'air de fait à l'immigration clandestine. Donc le principe devrait être que si vous rentrez illégalement sur le sol français, vous ne pouvez jamais vous rendre admissible à une régularisation, encore moins derrière à une nationalisation, ou même tout simplement prétendre à un certain nombre d'aides sociales. C'est une politique qui a été menée par exemple par l'Australie, on en parle beaucoup dans le cadre de la politique du No Way, et qui a porté ses fruits. Alors qu'est-ce que c'est la politique du No Way en Australie? La politique du No Way, lancée dans le cadre de l'opération Frontières souveraines, est une stratégie de communication visant à dissuader les demandeurs d'asile d'essayer d'atteindre l'Australie par la mer sans autorisation légale. Les campagnes médiatiques liées à cette politique comprennent des affichages et des vidéos montrant des bateaux en détresse en haute mer avec des slogans tels que vous ne ferez pas de l'Australie votre maison, publié en 17 langues. Cette approche, qui a coûté 22,5 millions de dollars aux Australiens, aux contribuables, dans la dernière année financière rapportée, vise spécifiquement à réduire le nombre de personnes tentant de rejoindre l'Australie par des moyens irréguliers, en particulier depuis des régions troublées comme l'Afghanistan, le Pakistan, l'Iran et le Soudan. En outre, cette politique s'accompagne de mesures sur le terrain, notamment le renvoi des bateaux vers leur point de départ et le placement des arrivants dans des centres de détention dans des endroits éloignés comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée et des îles du Pacifique, ou encore le paiement à des pays comme le Cambodge pour qu'ils acceptent de réinstaller ces réfugiés. Ces actions, elles ont suscité des vives critiques au niveau international, notamment de la part d'organisations de défense des droits de l'homme qui voient dans ces pratiques une forme de traitement punitif des demandeurs d'asile. C'est-à-dire que vous êtes rentré sur le territoire, vous avez eu des enfants qui sont scolarisés, vous ne pourrez jamais avoir de papier. Eh bien oui. Eh bien oui, je suis désolée. Et donc vos enfants resteront sur le mais, territoire français ses vous parents seront expulsés. retournerez avec vos enfants qui n'auront connu d'autres pays que la France. Dans votre pays d'origine. Voilà. Mais à un moment donné, vous prenez vos responsabilités. Ça veut dire que vous violez la loi du pays d'accueil. Et bien vous en tirez toutes les conséquences. Un mot encore sur le ministre de l'Intérieur qui a salué, je cite, le combat du collectif identitaire Némésis en félicitant sa présidente Alice Cordier qui l'interrogeait sur la dissolution d'un groupe d'extrême gauche, la Jeune Garde. Alors qu'est-ce que c'est le collectif Némésis? Le collectif Némésis, c'est une organisation française fondée en 2019 par Alice Cordier, principalement composée de jeunes femmes, se décrivant comme des féministes identitaires. Le collectif, il se caractérise par ses prises de position controversées en faisant le lien entre immigration et insécurité des femmes, qui est prouvé par les chiffres, tout en adoptant des postures critiques vis-à-vis des mouvements féministes traditionnels qu'elles accusent de négliger les vrais problèmes des femmes en faveur de thèmes qu'elles jugent anecdotiques.
Le groupe, qui s'inspire de la déesse grecque de la vengeance, Némésis, est aussi actif en Suisse romande depuis 2021. Némésis s'est illustré par diverses actions qui ont parfois été qualifiées de provocatrices, telles que des manifestations où elle portent des niqabs ou des burqas pour critiquer le port du voile et de l'islam, associant directement ces éléments à un risque accru de violence envers les femmes. Ces actions, elles ont souvent été accompagnées de slogans chocs qui ont fait leur notoriété. Leur participation à des manifestations féministes plus larges a souvent conduit à des confrontations avec d'autres groupes féministes et antifascistes qui critiquent la rhétorique et les méthodes de Némésis, les accusant, je cite, de xénophobie. Le fait que Bruno Retailleau félicite un collectif comme le collectif Némésis. Je trouve que c'est une prise de position courageuse. Voilà, et je partage ces félicitations. Le collectif Némésis est un collectif de jeunes femmes féministes de droite qui se battent pour le respect aujourd'hui et la protection des femmes françaises face à la multiplicité des faits et des crimes commis par un certain nombre d'immigrés légaux ou clandestins envers les femmes françaises. Donc je pense qu'elles portent un combat juste, un combat courageux et je suis heureuse que le ministre de l'Intérieur le reconnaisse. On parle du pourcentage de crimes commis sur des femmes par des étrangers, alors je voudrais vous donner quelques statistiques. En 2023, Paris a enregistré 97 viols dans ses rues, selon les chiffres de la préfecture de police de Paris, confirmés par Europe 1. Ce chiffre, en légère hausse de 2% par rapport à 2022, illustre une tendance inquiétante et stable depuis 2018, correspondant à environ un viol tous les 3 jours dans l'espace public de la capitale. Sur ces 97 cas, 30 ont été élucidés, représentant un taux de résolution de 31%, et 36 auteurs présumés ont été interpellés. Parmi eux, 28 étaient de nationalité étrangère, soit 77% des mises en cause. Ces auteurs sont majoritairement des hommes avec un passé criminel significatif, 20 étaient déjà connus des forces de l'ordre, dont 4 pour des faits similaires. Ces crimes se produisent principalement la nuit, dans des zones touristiques ou proches de points de deal. Grégory Joron, secrétaire général du syndicat Unité CGP Police FO, souligne l'ampleur du problème, rappelant que cette tendance depuis 2018 met en évidence une difficulté qui persiste et dont on a du mal à enrayer le phénomène. Je voudrais qu'on dise un mot du collègue de Bruno Retailleau, le ministre de la Justice Gérald Darmanin, qui a fait plusieurs annonces aujourd'hui. Une prison sous haute sécurité à partir du 31 juillet pour rassembler les 100 narcotrafiquants les plus dangereux. Une mission également pour organiser en lien avec les préfectures les expulsions de ressortissants étrangers définitivement condamnés. Moi, j'ai toujours défendu le fait... Ça va dans le sens. En fait, c'est assez singulier de voir ce soir que vous semblez je vais pas changer avaliser des décisions qui sont prises par ce gouvernement. Je vais pas changer d'avis, alors que depuis des années maintenant, et après avoir rencontré de multiples directeurs de prison, j'ai toujours défendu le fait qu'il puisse y avoir des prisons spécialisées, pas seulement d'ailleurs pour le narcotrafic, mais également pour les islamistes. Donc je m'en félicite. Maintenant, permettez-moi quand même de dire qu'on est loin du compte. Il y a 17 000 personnes aujourd'hui qui sont incarcérées pour des raisons liées au trafic de drogue. Cette prison pourra en accueillir vraisemblablement une centaine parmi les plus dangereux. On manque toujours cruellement de places de prison pour la délinquance en général dans notre pays. Donc c'est un bout de chemin qui est fait et c'est tant mieux, mais il faudrait aller encore plus loin. La question du narcotrafic appelle une réponse qui soit dérogatoire au droit, on va dire, classique. Et là, il faudrait entendre ce qui a été demandé par les magistrats spécialistes du narcotrafic il y a quelques années et auquel l'ex-ministre de la Justice était resté sourd, et notamment le fait qu'il puisse y avoir aujourd'hui des tribunaux dédiés à la lutte contre le narcotrafic, le fait qu'il puisse avoir une facilitation de la captation préventive des biens ou de la fermeture administrative préventive aussi d'un certain nombre de commerces qui blanchissent l'argent, et en cela prendre exemple notamment sur le modèle des lois anti-mafia italiennes. Alors de quoi parle-t-on? Les lois anti-mafia en Italie représentent un ensemble de mesures législatives et réglementaires développées pour combattre la puissance et l'influence des organisations criminelles organisées telles que la Cosa Nostra. Ces lois, elles visent à réduire l'impact de ces groupes sur la société civile et l'économie italienne en attaquant leurs actifs économiques et en réutilisant ces derniers à des fins sociales. La loi italienne définit spécifiquement les associations de type mafia et impose des sanctions sévères pour ceux qui y participent. Ces mesures, elles comprennent des peines de prison prolongées pour les membres de la mafia, et des possibilités étendues pour les autorités d'intercepter les communications et de saisir les biens. La loi, elle prévoit des régimes de détention spéciaux pour les criminels de haut niveau et des protections pour les témoins qui collaborent avec les autorités judiciaires.
Un aspect crucial de la législation antimafia est la réutilisation sociale des biens confisqués. 309-1996, renforcé par le décret législatif 159-2011, établit des procédures pour la gestion et la réaffectation des biens saisis, tels que les propriétés immobilières et les entreprises. Ces biens sont souvent transformés en centres communautaires, écoles ou autres institutions publiques, contribuant ainsi à la régénération économique et sociale des zones qui sont affectées par la criminalité organisée. En plus de ces mesures intérieures, l'Italie coopère également avec des partenaires européens et internationaux pour lutter contre la criminalité organisée à un niveau transnational, reconnaissant que les organisations mafieuses ont étendu leur influence bien au-delà des frontières italiennes. Qui démontre ce qui fait partie des options visiblement du gouvernement. Des projets, très bien. Maintenant, nous en attendons l'application. C'est une urgence parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à un narcotrafic qui devient quasiment terroriste. Quelques questions encore, notamment sur la question du budget. Les négociations continuent entre le gouvernement et les socialistes pour répondre à l'instabilité politique. La droite tire la chandelle, le Rassemblement national, vos amis députés, ne servent plus à rien puisque tout cela se joue maintenant entre François Bayrou et les députés socialistes. Écoutez, vous ne pouvez pas dire que le Rassemblement national ne sert à rien dans le débat public. Dans le contexte il porte la voix de 11 millions de Français. Maintenant, ils étaient les faiseurs de roi avec Michel Barnier. Ils le sont moins aujourd'hui. Maintenant, indéniablement, il y a aujourd'hui un certain nombre de partis politiques qui se félicitent de pouvoir faire des alliances de circonstances, même avec des partis minoritaires, en faisant abstraction de la volonté et du souhait de 11 millions d'électeurs. Voilà, c'est de la responsabilité de ceux qui sont au pouvoir. C'est pas de la responsabilité du Rassemblement national. Maintenant, évidemment, l'utilité étant quand même de porter une autre voie, et notamment c'est ce que nous faisons avec nous, nos 3 députés, qui consiste à dire aujourd'hui que la solution ne peut pas être dans le fait d'augmenter encore de 20 milliards d'euros les taxes sur les entreprises, alors même que nous sommes face à... Même la contribution exceptionnelle qui est acceptée par, Bruno Retailleau, dont vous tressiez les louanges il y a un instant, ça c'est non pour vous. Eh bien non, je ne suis pas d'accord. Alors, qu'est-ce que la contribution exceptionnelle ? La contribution exceptionnelle sur l'impôt des sociétés, IS en France, est une taxe temporaire imposée aux grandes entreprises réalisant un chiffre d'affaires substantiel. Instaurée initialement en 2017 par la loi de finances rectificative, cette contribution visait spécifiquement les entreprises avec un chiffre d'affaires dépassant 1 milliard d'euros, appliquant un taux additionnel à l'impôt sur les sociétés déjà dû. Pour 2025, le projet de loi de finances propose d'augmenter considérablement cette contribution pour les grandes entreprises avec des taux allant jusqu'à 55% pour celles réalisant plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Cette mesure, elle vise à faire contribuer davantage les grandes entreprises au budget de l'État, reflétant un effort pour rééquilibrer les contributions fiscales entre les différentes échelles d'entreprise et pour augmenter les recettes fiscales de l'État. Cette contribution, qui se dit exceptionnelle, est distincte des taux normaux de l'IS et est calculée avant l'imputation de toute réduction, crédit d'impôt ou créance fiscale. Le paiement de cette taxe se fait généralement par un acompte suivi d'un ajustement lors de la déclaration de solde de l'IS. Les entreprises doivent donc être attentives au seuil de chiffre d'affaires et préparer leurs obligations fiscales en conséquence. Je considère aujourd'hui qu'il y a des réformes structurelles beaucoup plus importantes à faire. Je crois qu'il y a notamment le périmètre aujourd'hui des prestations sociales. Je pense évidemment à la question du RSA, mais pas seulement. Je pourrais également parler de cette réforme des retraites, donc on va voir revenir. Moi, je suis pour une ouverture à une forme de capitalisation parce que je considère que le système par répartition est mort, pour des raisons d'ailleurs tristement démographiques. On pourrait parler par exemple de l'absentéisme aujourd'hui dans la fonction publique, qui coûte près de 15 milliards d'euros par an et qui tient notamment au fait que le système des jours de carence n'est pas aligné sur le privé. On pourrait parler de régimes aujourd'hui particulièrement favorables et privilégiés, comme celui du régime des intermittents du spectacle, qui coûte près d'1 milliard d'euros par an et dont on ne pose jamais la question. Et faire contribuer les retraités, Marion Maréchal. Vous êtes jeune en politique, du moins par rapport à la moyenne d'âge. Est-ce que là, il n'y a pas une forme de tabou à lever quand on voit que les retraités, par rapport aux actifs, ont un niveau de vie supérieur, qu'ils sont davantage propriétaires que les actifs? Est-ce que, pour le coup, il n'y aurait pas une forme de logique à dire que ces retraités aisés puissent contribuer? Mais écoutez, une fois de plus, on ne serait pas à 47% de prélèvement obligatoire. Les salariés ne passeraient pas la moitié de leur temps à travailler pour l'État. Et on aurait encore des marges de progression sur les questions fiscales. Que dans ce cadre-là, les retraités qui, en effet, comme vous l'avez dit, en moyenne ont un revenu plus élevé que les classes actives et sont en moyenne davantage propriétaires que ne le sont les salariés. Alors, il n'est pas exact d'affirmer que les retraités en France ont en moyenne des revenus plus élevés que les classes actives. Selon les données de l'INSEE, en 2021, le niveau de vie moyen annuel pour les personnes actives était de 29 140 euros, tandis que celui des retraités s'élevait à 26 090 euros, ce qui est inférieur de 10% à celui des actifs.
Les pensions de retraite, bien que constituant une part significative du revenu des retraités, sont généralement moins élevées que les salaires des actifs, même si les revenus du patrimoine plus élevés et des charges familiales moindres chez les retraités contribuent à atténuer cette différence. Puisse contribuer au même titre que les autres, pour moi, c'est absolument pas un tabou. Mais ça devient un tabou à partir du moment, une fois de plus, où on est dans une situation où les gens sont déjà... Vous dites c'est pas un tabou d'envisager la possibilité de faire contribuer dans l'absolu les et dans un retraités les cadre plus différent. aisés. À partir du moment où on a 45% de prélèvements obligatoires, à partir du moment où aujourd'hui on a des populations d'origine étrangère qui touchent par exemple le RSA et les APL et que ça coûte autour de 2 milliards d'euros par an, qu'on a l'aide médicale d'État pour les clandestins qui coûte plus d'1 milliard d'euros par an, la justice sociale veuille que d'abord on aille vers ces sources d'économie plutôt que vers les retraités. Et quand on a 30 milliards d'économies à trouver, continuer à demander l'abrogation de la réforme des retraites? Moi, je considère aujourd'hui qu'il faut modifier le système des retraites. Donc, vous n'allez pas me mettre mal à l'aise avec ça, puisque je considère aujourd'hui, je viens de vous en parler. Je veux parler du Rassemblement national qui souhaite abroger une réforme qui a porté l'âge légal à 64 ans. On en a déjà parlé ensemble. Ouais. Ça fait partie des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec le Rassemblement national. Voilà, donc je considère aujourd'hui que ce système par répartition est mort et qu'il faut donc ouvrir une part de capitalisation. C'est le seul moyen de pouvoir sauver ce système et faire en sorte que des gens comme moi, d'ailleurs, puissent un jour espérer avoir une retraite. Alors, qu'est-ce que la retraite par capitalisation? Lorsque Marion Maréchal parle de retraite par capitalisation, au lieu d'une retraite par répartition, elle aborde un changement fondamental dans la méthode de financement des pensions de retraite. Dans le système actuel de répartition, les cotisations des travailleurs actifs sont directement utilisées pour payer les pensions des retraités. Ça crée un lien financier direct entre les générations actuelles et les retraités, avec des cotisations qui sont collectées et immédiatement redistribuées. En revanche, dans un système de capitalisation, les cotisations de chaque individu sont accumulées et investies sur les marchés financiers ou autres véhicules d'investissement au cours de sa vie active. Les fonds accumulés sont ensuite utilisés pour financer la propre retraite de l'individu. Ce système s'apparente à un compte d'épargne personnelle pour la retraite où le montant disponible dépend largement des rendements des investissements réalisés avec les cotisations versées. Pourquoi Marion Maréchal soutient généralement ce modèle? Parce qu'il peut potentiellement offrir des rendements plus élevés et plus de stabilité à long terme par rapport au système de répartition qui va être soumis aux pressions démographiques telles que le vieillissement de la population. Est-ce qu'il faut de la stabilité? Est-ce qu'il faut que François Bayrou reste à Matignon pour quelque temps, ou est-ce que, puisque vous êtes extrêmement critique sur le fait d'augmenter les impôts, est-ce qu'il faut dire dans ce cas-là on est cohérent, il faut censurer? Non mais écoutez, le problème Benjamin Duhamel, c'est qu'on est dans une situation qui de toute façon n'est pas satisfaisante. C'est-à-dire qu'on est... d'accord, mais faire de la politique c'est faire des choix. Non mais on fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire qu'à un moment donné... Et donc faire avec ce qu'on a, est-ce que ça veut dire censurer François Bayrou? Est-ce que ça veut dire considérer que c'est une sorte de moindre mal pour que la stabilité revienne? Il faudra censurer s'il y a des choses absolument inadmissibles. J'ai tendance à penser quand même que la première censure aura un petit effet pédagogique et que probablement les mesures qui étaient inacceptables la fois première ne seront pas représentées ou en tout cas seront amoindries. Et donc à certains égards, cet objectif sera atteint pour protéger le pouvoir d'achat des Français et des entreprises. Maintenant, il n'y a pas de majorité. Le système et le gouvernement actuel n'ont pas de légitimité réelle. Nous sommes tenus à la bonne volonté d'une dissolution éventuelle du président de la République à partir de septembre. Quand est-ce que le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale? L'interprétation de l'article 12 de la Constitution française concernant la période pendant laquelle le président peut dissoudre l'Assemblée après des élections législatives est sujette à débat parmi les constitutionnalistes. Selon cet article, il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections. C'est la citation. Cependant, il y a une incertitude sur ce que signifie précisément l'année qui suit. S'il faut compter à partir du second tour des élections, du décret de dissolution, ou du premier tour des élections. Théo Ducharme, constitutionnaliste, soutient que cette année doit être calculée à partir du second tour des élections, marquant ainsi la finalisation de l'élection de l'Assemblée. Jean-Philippe de Rosier, professeur de droit public à l'Université de Lille, confirme que la dissolution est possible 1 an après la date du second tour des législatives, précisant que les nouvelles élections devraient alors se dérouler entre 20 et 40 jours après cette dissolution. D'un autre côté, Anne-Charlène Bézina de l'Université de Rouen argue que le décret de dissolution est le point de départ pour calculer l'année.
permettant ainsi une dissolution potentielle plus tôt que ce que d'autres interprétations pourraient suggérer. Donc on fait, si vous voulez, comme on peut, c'est-à-dire on tâche... En l'état, est-ce qu'il faudrait censurer François Bayrou? Attendez de voir déjà comment et dans quelle mesure est présenté le budget, parce qu'aujourd'hui on a des grandes annonces de réduction, mais on n'a pas de feuille de route. Vous répondra quand il y aura une feuille de route. Maintenant, évidemment, je préférerais que comment dire, les positions défendues par le camp national soient entendues et qu'on ne censure pas, parce que en soi, ça ne rend service vraiment à personne dans la situation actuelle. Une toute dernière question, Marion Maréchal, sur votre grand-père, Jean-Marie Le Pen. On a entendu votre prise de parole à la messe qui était donnée, c'était il y a quelques jours. Marine Le Pen a dit au JD News concernant sa décision d'exclure Jean-Marie Le Pen du Front National. Je cite: jusqu'à la fin de mon existence, je me poserai toujours la question, est-ce que j'aurais pu faire autrement? Je ne me pardonnerai jamais cette décision parce que je sais que cela lui a causé une immense douleur. Je rappelle qu'elle avait décidé de l'exclure après qu'il a maintenu ses propos sur le point de détail de l'histoire concernant les chambres à gaz, qu'il avait également de nouveau défendu le maréchal Pétain dans les colonnes de Rivarol. Marine Le Pen regrette véritablement d'avoir exclu son père en 2015 du parti du Front National? Bon, écoutez, déjà, je ne vais pas revenir sur le fond, parce que vous savez, moi, j'ai eu de nombreux désaccords avec Jean-Marie Le Pen, malgré toute l'affection que je lui porte toujours, d'ailleurs, et je m'en suis exprimée directement avec lui quand il avait encore les moyens de répondre. Voilà, donc je ne vais pas l'accabler maintenant qu'il est parti. En ce qui concerne Marine Le Pen, je pense qu'elle exprime un regret sincère, qui est un regret pas tant politique, d'ailleurs, de ce que j'ai lu dans cette interview, mais qui est un regret, et non pas de chef politique, mais un regret de fille à son père. Voilà, quelque chose qui a été douloureux. Ça veut dire que la rupture politique, parce que c'est la question qui se pose quand on lit ces déclarations, c'est de se poser la question si, au fond, la rupture politique, qui était un argument utilisé par beaucoup au Rassemblement national, était un argument sincère ou pas? Ce n'est pas ce que j'ai lu dans cette interview. Je ne crois pas qu'elle remette en cause sa décision de l'époque. Je crois qu'elle regrette d'avoir fait souffrir son père et qu'elle aurait pouvoir faire autrement. Voilà, et je crois que c'est un sentiment, c'est un sentiment légitime. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Surtout, n'oubliez pas, partagez pour faire changer les choses.